On peut dire que c'est une maladie à dormir debout. S'instruire n'est pas censé être ennuyant. Enfin, j'espère. Que vous soyez un étudiant en médecine qui est à la recherche de supports vidéo pour ses cours, ou toute personne qui désire s'instruire sur un sujet médical, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo traitera du sujet en question de manière détaillée. Pour ceux qui désirent une version résumée et abrégée, vous aurez le lien dans la description. Sur ce, Dr Ethno vous souhaite un bon visionnage, et je donne la parole à Ethno du futur. Salam alaikum. Le sujet de cette vidéo sera, comme vous le voyez à l'écran, la thrombose veineuse profonde. Elle constitue avec l'embolie pulmonaire les deux facettes de la même pièce, qui est la maladie thromboembolique. Ce cours va donc être suivi logiquement d'une deuxième partie sur cette dernière. Vous pourrez la retrouver quelque part par là. Je vous invite alors à liker la vidéo, à donner votre avis en commentaire et à la partager autour de vous pour me soutenir et aussi pour faire bénéficier le plus de gens. Préparez vos stylos pour prendre des notes. Les habitués de ma chaîne savent à quel point j'insiste sur les définitions. Alors, définissons notre sujet. Ce n'est rien d'autre que l'obstruction, plus ou moins totale, d'une veine profonde par un thrombus. Elle est la conséquence de trois mécanismes décrits par le scientifique Virchow. L'hypercoagulabilité, qui est un état où l'activité coagulante est supérieure à l'activité anticoagulante dans l'organisme. La stase veineuse, c'est quand le sang va rester au même endroit, ce qui fera qu'il n'y aura une sédimentation et une accumulation des facteurs coagulants. Rajoutons à cela les lésions et inflammations que peuvent subir les parois veineuses, ce qui favorisera le début de la cascade de coagulation et la formation d'un thrombus. On va plutôt parler des veines du membre inférieur, et cela parce que ces dernières doivent lutter pour pousser le sang contre la gravité. Donc, le ralentissement ou la stase est plus important à ce niveau. Ces dernières se divisent en veines distales, en dessous de la veine poplitée, ou les veines proximales, en dessus. Bien sûr, l'atteinte est plus grave plus on se rapproche du cœur. Il est un peu moins fréquent, mais encore plus grave d'avoir des thromboses au niveau pelvien. On aura alors une symptomatologie urinaire ou digestive et un œdème des organes génitaux externes. Dans certains cas, le toucher rectal ou vaginal est nécessaire. Dans certains cas, on peut même les avoir au membre supérieur, en cas de pacemaker ou de cathéter posé trop longtemps, ou bien en cas de syndrome de Paget-Schroeter. C'est une thrombose induite par l'effort chez de très rares personnes prédisposées. Donc, si vous avez des symptômes de TVP au membre supérieur après un effort et que l'effort en question ne justifie pas cet état, pensez-y. Le corps à l'état normal ne laisse pas ses veines se boucher juste comme ça, sinon vous aurez une TVP lors du sommeil ou quand vous êtes assis trop longtemps en cours. L'organisme compense par différents moyens, par exemple la musculature de la jambe, qui va agir comme une pompe en comprimant les veines et en poussant le sang. On a aussi des valves qui empêchent le sang de redescendre à cause de la gravité. La respiration aussi va créer un gradient de pression entre le thorax et l'abdomen, créant ainsi un effet d'aspiration entre les deux parties de la veine cave inférieure. Sans oublier que le corps régule constamment la présence de molécules pro- et anticoagulantes, pro- et anti-inflammatoires. Le problème réside quand la présence de facteurs de risque fait en sorte que ces mécanismes compensatoires ne servent plus à rien. Et il est notable de dire qu'ils ne sont pas tous égaux. Certains sont suffisants à eux seuls pour prédire l'apparition de la TVP et certains doivent être plutôt présents en association. Les facteurs majeurs sont l'immobilisation plâtrée, ou bien une chirurgie lourde lors des 3 derniers mois. Quand je dis chirurgie lourde, c'est d'abord une chirurgie qui dure longtemps, mais aussi une chirurgie où il y a eu plusieurs agressions envers l'organisme. Et pour finir, c'est une chirurgie qui oblige le patient à rester immobile plus longtemps, comme les chirurgies orthopédiques et carcinologiques. Cette immobilisation fera en sorte que le système de pompe musculaire sera inactif, sans oublier les agressions subies par l'organisme qui causent un état pro-inflammatoire et pro-coagulant. Tout cela majeure le risque de TVP pendant les 15 premiers jours. Mais ce risque reste quand même significatif pendant 3 mois. L'alitement, quand il dépasse 3 jours, propose le même risque de choper cela. The Big C, le cancer. Déjà quand lui-même il donne un état inflammatoire pro-coagulant important, alors là si on y rajoute les molécules sécrétées, et cela même s'il a été traité durant les 6 mois précédents. Maintenant on va voir les facteurs de risque un peu moins intenses, par exemple la grossesse, qui s'étend jusqu'au postpartum, car l'utérus gravide, en gros qui contient un fœtus, est tellement gros qu'il gêne le retour veineux, sans oublier l'état procoagulant de l'excès d'œstrogène, sans oublier la compression de la veine cave inférieure, dès que la femme enceinte se met sur le dos. Et bien sûr, la césarienne augmente ce risque, car c'est une chirurgie du bassin, ça cause un état inflammatoire dans les veines profondes, proximales et aux alentours. En parlant de grossesse, la pilule contraceptive contient des œstrogènes et aussi incriminée dans la maladie, surtout celle de 3e génération, qui d'après certaines études donnerait une résistance aux protéines anticoagulantes. Le tabac,
comme s'il ne donnait pas assez de maladies comme ça. Les ischémies en tout genre, liées aux ruptures de plaques d'athérome, par exemple un IDM, AVC, ou même un ancien épisode de TVP. Tout ce beau monde laisse derrière lui un état qui favorise la coagulation pendant quasiment 3 mois. D'autres situations favorisent cet état procoagulant, comme le diabète, les maladies inflammatoires systémiques, mais aussi certaines maladies infectieuses. Surtout la dernière grippe qu'on a eue en 2020, si vous vous souvenez, car elle cause une tempête inflammatoire de cytokines et des atteintes endothéliales. L'âge aussi est un facteur de risque. Oui, mesdames et messieurs, le risque de TVP double à chaque décennie après 40 ans. À croire que votre corps veut en finir au plus tôt. Un autre facteur procoagulant, c'est la polyglobulie, qui peut être une conséquence du traitement par érythropoïétine. Il y a aussi un facteur de risque qui est plutôt intrinsèque, c'est la thrombophilie. C'est le jumeau maléfique de l'hémophilie, l'opposé. Au lieu de saigner beaucoup, non, tu coagules beaucoup. Ça peut être auto-immune, par exemple le syndrome des anticorps antiphospholipides, ou bien génétique, comme les déficits en molécules anticoagulantes ou la mutation facteur V Leiden. Il y a des facteurs pas très importants mais qui ne sont pas à négliger non plus. Des insuffisances veineuses qui se manifestent par exemple sur le plan superficiel. Pas grave en soi, mais ça peut signaler une situation qui plus tard deviendra plus grave peut-être. L'obésité, à cause de l'état inflammatoire chronique par la peroxydation lipidique, ce qui active les plaquettes, et aussi la compression des veines par le gras. Pour finir, les voyages où on reste longtemps immobile, pendant plus de 6 heures environ, je vous conseille de ne pas porter de vêtements serrés dans ce cas-là, et de bien vous hydrater et de bouger les jambes le plus possible. Franchement, cette maladie ne respecte le repos de personne. Tu peux ni t'allonger, ni t'asseoir trop longtemps. On peut dire que c'est une maladie à dormir debout. Pour le diagnostic, c'est un peu particulier. Cliniquement, pour avoir un fébricule, des signes inflammatoires, douleur, chaleur, rougeur, tuméfaction. Dans le secteur de la veine atteinte, la tuméfaction est synonyme de l'œdème à cause de la stase. On peut avoir un signe de Homans, qui est une douleur lors de la dorsiflexion du pied. Il n'est pas très spécifique ni très sensible comme test, mais ça vaut ce que ça vaut. Ces signes cliniques donnent la phlegmatia alba dolens, phlébite blanche douloureuse. Il se peut aussi que si la thrombose se produit dans la veine cave, les signes de stase se voient d'un côté, les deux à la fois, ou bien chacun son tour. Et cela, c'est plutôt synonyme de pathologie tumorale. Mais malheureusement, ces signes ne sont présents que dans 50% des cas. Et même quand ils sont présents, on peut les attribuer à plein d'autres raisons. Qu'elles soient relatives à l'appareil locomoteur, nerfs, muscles, tendons, articulations, des troubles dermatologiques ou lymphatiques. On va plutôt, pour s'orienter, utiliser le score de Wells. Le voilà sous vos yeux. Je ne vais que résumer oralement au lieu de répéter mot pour ne pas vous ennuyer. D'abord, chacun des facteurs de risque majeurs nous donne 1 point. Puis, on a les caractéristiques des signes cliniques précédemment cités. Chacun nous donne 1 point. Et pour finir, la présence d'arguments envers un autre diagnostic, qui est au moins aussi probable que la TVP, nous fait perdre 2 points. Si on a un 0 pointé, on peut être soulagé plus ou moins, mais pas totalement, car le risque est toujours aux alentours de 3%. Il est faible mais pas inexistant. Si on a plus de 3, on doit s'inquiéter. On a 75% de chances d'être vraiment devant une TVP. C'est une probabilité forte. Et entre les deux se trouve la zone intermédiaire. Je vous invite à cliquer sur pause pour lire les variables plus en détail. Maintenant, on n'a pris en compte qu'une situation clinique. Et cela ne servira qu'à orienter encore plus notre prise en charge. Si on a un score de 0 ou 1, on doit confirmer l'état d'hypercoagulabilité avec le dosage des produits de dégradation de la fibrine, des dédimères. En gros, en dessous de 500 microgrammes le litre. Avant 50 ans, c'est des valeurs normales. À partir de 50 ans, la limite grandit de 10 unités par année. Ou bien on peut utiliser cette formule. Malheureusement, cela ne suffit qu'à confirmer l'état d'hypercoagulabilité. Donc si on a des valeurs normales, en dessous des limites, on peut être sûr qu'on n'est pas dans un état d'hypercoagulabilité. Donc ce n'est pas une TVP. Par contre, si les valeurs dépassent cette limite, ce n'est pas spécifique, car on peut les retrouver dans plein d'autres pathologies ou d'états physiologiques cités dans ce tableau. Donc si les valeurs dépassent la limite, ou bien si dès le début on a un score de 2 ou plus, là, on va faire une échographie Doppler du territoire atteint pour être sûr que la TVP est vraiment là. C'est le test de confirmation de diagnostic positif. Par contre, une échographie Doppler négative
ne confirme pas à 100% l'absence de TVP, surtout si les D-dimères sont positifs. Il serait judicieux de refaire l'écho Doppler dans la semaine. Après avoir confirmé le diagnostic, on peut se retrouver devant l'une des situations suivantes. Un premier épisode de TVP proximal chez les moins de 60 ans, sans facteur de risque déclenchant, clair, ou bien une TVP proximale chez la femme avant la ménopause, donc en âge de procréer, ou bien dans les cas de récidive cités à l'écran. Dans ces cas-là, il serait intéressant de faire un bilan immunologique ou constitutionnel à la recherche d'une thrombophilie, pour ainsi savoir si oui ou non on devrait prolonger le traitement. En revanche, si le traitement prolongé est déjà indiqué pour une autre raison, ce test n'est pas alors très utile. Ce bilan doit être fait de préférence 21 jours après l'arrêt du traitement ou au pire des cas sous HBPM à dose préventive, car beaucoup de paramètres recherchés sont perturbés par les anticoagulants ou bien par la phase aiguë de la thrombose. Les tests génétiques par contre peuvent être faits à n'importe quel instant pour des raisons évidentes. Vous vous demandez peut-être pourquoi on a choisi cette fourchette d'âge, car la thrombophilie est très peu probable de se manifester après 60 ans, donc c'est pas vraiment un souci. Vous vous demandez peut-être aussi pourquoi on ne la dépiste pas hors de ces situations. Et c'est parce qu'une thrombophilie qui n'a pas thrombophylié, il n'est pas la peine de la traiter. On dirait un vieux proverbe de la fable de La Fontaine. Maintenant, chez les patients âgés ou en cas de thrombophilie négative, il serait judicieux de chercher les tumeurs les plus fréquentes. Car en cas de TVP idiopathique, on a 5% de chances qu'un cancer, jusque-là occulte, se réveille. Vous vous dites peut-être que c'est pas si grave. Une petite inflammation, un petit bobo à la jambe, c'est pas la fin du monde. Si, c'est grave. Et pas qu'un peu. On va commencer par la bonne nouvelle, qui est que le thrombus peut subir une lyse spontanée. C'est déjà ça. Sinon, au court terme, on peut avoir une croissance du thrombus, augmentation de l'œdème et de l'inflammation, pouvant être tellement intenses qu'ils vont comprimer les artères, créant ainsi un état ischémique, la phlegmatia cerulea. Le céruléum, c'est le pigment utilisé pour donner la couleur bleue, la couleur azur. Ça peut évoluer jusqu'à un état de choc. Le thrombus peut se détacher dans les 3 à 5 jours pour migrer jusqu'aux artères et capillaires pulmonaires, donnant une embolie pulmonaire symptomatique qui peut causer la mort très rapidement. Et pourquoi j'ai dit symptomatique ? Car 50% des TVP proximales ont une embolie pulmonaire à l'imagerie, mais elle n'est pas assez grande pour être symptomatique. Et comme si ce n'était pas suffisant, même après avoir, entre parenthèses, guéri, les TVP récidivent assez souvent, surtout en cas de persistance de facteurs de risque, ce qui fait qu'on va craindre les complications aiguës à chaque fois. Il serait sympa de faire un dosage des D-dimères environ 1 mois après l'arrêt du traitement pour dépister ces récidives. Et même si ce n'est pas le décollement du thrombus qui va nous inquiéter ou l'ischémie, même après le traitement, on aura des séquelles, des lésions valvulaires, un épaississement ou un thrombus résiduel collé aux parois, ce qui fera en sorte que le sang circulera aussi mal qu'une route chinoise. La probabilité de survenue de ces séquelles et leur intensité sont liées à la présence des facteurs de risque suivants: l'atteinte proximale des veines, la récidive ou la résistance au traitement, l'âge et l'obésité. La conséquence de ces lésions sont des symptômes qu'on appellera la claudication veineuse ou la maladie post-thrombotique. C'est vraiment handicapant avec les signes inflammatoires constants du secteur touché, mais aussi des troubles cutanés allant de la dermatite à l'ulcère. Voilà pourquoi il va falloir traiter sans plus attendre. Parfois, même en cas de suspicion, on traitera alors avant de recevoir les résultats des examens. Le traitement se fera quasi toujours en ambulatoire. L'hospitalisation ne se justifiera que dans les situations suivantes. À la question « avec quoi on va traiter ?», je réponds avec la classe médicamenteuse qui se définit par son nom, les anticoagulants. Il y a 3 sous-classes différentes, les héparines, les antivitamines K et les anticoagulants oraux directs. Notre première destination sera les héparines car leur effet est rapide, elles sont utiles pour l'urgence. Elles ne vont pas dissoudre le thrombus présent, mais vont empêcher que cela empire tout en laissant le temps au corps de dissoudre soi-même le thrombus. On utilisera généralement les HBPM, héparines de bas poids moléculaire, car moins d'effets secondaires est la seule surveillance nécessaire et dans les cas suivants. Cette surveillance, si besoin, se fera en utilisant l'activité antifacteur 10A, qui devra se situer entre 0,5 et 1 unité internationale par millilitre, chaque 4 heures,
Et bien sûr, elles sont contre-indiquées en cas d'insuffisance rénale sévère. Voilà les molécules avec leur dose curative, bien sûr à arrondir selon la disponibilité des ampoules. En cas d'âge très avancé, d'insuffisance rénale sévère, il sera préférable d'utiliser les héparines non fractionnées, comme la calciparine, car elles sont éliminées par voie rénale sous forme inactive, mais dans ce cas-là, on doit surveiller l'intensité de l'effet anticoagulant, avec le temps de céphaline activé. La cible doit être entre 1,5 à 3 fois plus que le témoin. Si le résultat est moins, on augmente la dose. Si le résultat est plus, on diminue la dose. Cette surveillance se fait entre chaque 2 injections, ou bien si le traitement est continu, après 4 heures de chaque changement de dose. Petite remarque, en traînant sur le site de Vidal, j'ai trouvé que l'utilisation du Lovenox et entre guillemets des autres HBPM est autorisée en cas d'insuffisance rénale sévère tant que le DFG est supérieur à 15 à des doses réduites. Je vous mets les posologies ici et le lien en description. Je n'ai honnêtement aucune idée si c'est appliqué partout, ni de sa faisabilité sur le terrain, vu que je n'ai trouvé cette information nulle part ailleurs. Si vous pouvez m'aider à trouver une réponse, vous êtes les bienvenus. Maintenant qu'on a géré l'anticoagulation d'urgence, dans les 24 premières heures, on fera un relais avec les antivitamines K. Dans notre cas en Algérie, ce sera le Syntron. La durée d'action des antivitamines K est longue. Durant le début du traitement, ces médicaments sont carrément procoagulants, car la vitamine K est aussi nécessaire pour synthétiser les protéines anticoagulantes. Il n'y a pas vraiment de consensus précis sur les posologies, car aussi loin que je puisse chercher, cela dépend de l'expérience du médecin. C'est plutôt un art qu'une science. Ça peut être un demi-comprimé par jour, 3 quarts ou même un comprimé complet. Après avoir laissé le temps aux AVK de faire leur effet, on évaluera l'INR, qui est un moyen international de quantifier l'activité prothrombinique. Il doit être entre 2 et 3, et on réagira selon le résultat de la même façon qu'on a réagi avec le TCA. Si l'eau diminue, on augmente la dose. S'il est supérieur à cet intervalle, on diminue la dose. Maintenant, si le traitement ne marche pas malgré un INR dans les normes, on pourra accepter un INR un peu plus haut. Ou si le risque hémorragique est important, on pourra accepter un INR plus bas. Le premier INR se fait de 2 à 3 jours après le début du traitement. Puis le prochain contrôle 24 à 48 heures après, et rebelote jusqu'à avoir 2 contrôles dans la cible. Dans ce cas-là, les contrôles se feront une fois par mois en gardant le traitement pendant 3 mois. Et bien sûr, après avoir atteint la cible et en ayant au moins 4 jours de chevauchement héparine antivitamine K, on va arrêter l'héparine. Parce que si vous n'avez pas encore compris, on a entamé les AVK pour cette raison. Pour éviter le risque de thrombopénie induite par l'héparine, la TIH. J'ouvre une parenthèse pour expliquer cela. Les premiers jours d'administration, les plaquettes interagissent avec l'héparine. Une baisse de 20% environ, c'est normal. Quelques jours plus tard, si la baisse atteint les 50%, ou si on a une thrombopénie inférieure à moins de 100 000 unités par millimètre cube, c'est carrément une réaction immunitaire qui va finir par consommer toutes les plaquettes. Cela est plus fréquent avec les HN9 que les HBPM, cela dit en passant. Cette réaction va contre-intuitivement, malgré la consommation des plaquettes, créer un état de coagulation, parce que ces plaquettes seront activées. Donc, on aura aussi une thrombose induite par l'héparine. Dans ce cas-là, il est impératif d'y remédier avec les inhibiteurs de la thrombine, et il faudra surtout pas commencer les AVK durant cette période, car cela va empirer l'état d'hypercoagulabilité et donner même des gangrènes. On va plutôt chevaucher les AVK avec un antithrombine quelques jours après la normalisation de la FNS. On va donc devoir chercher toute nécrose cutanée là où on a injecté le produit et faire une FNS avant le début du traitement, puis la contrôler 2 fois par semaine si le traitement perdure, jusqu'à arriver à 1 mois. À partir de là, je ne vais pas dire que la TIH ne peut jamais se produire, mais il est très rare que cela se fasse. Bien sûr, sans oublier le bilan rénal pour l'insuffisance rénale et le bilan d'hémostase. Et il faut toujours garder en tête qu'un premier traitement avec de l'héparine il y a X temps qui s'est bien passé ne veut pas dire que la prochaine fois, cela sera aussi le cas. Au contraire, une réaction allergique après le deuxième contact avec l'héparine est plus rapide et plus intense que la TIH du premier contact.
Fin de la parenthèse, on revient à nos moutons. Il faudra bien sûr faire des contrôles plus réguliers de l'INR en cas d'introduction d'un des milliers de médicaments qui interagissent avec les AVK, ou bien dans les situations suivantes. L'âge, tout ce qui atteint le foie, les insuffisances hépatiques, l'alcoolisme, car oui, les AVK sont contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatique sévère, ou bien tout ce qui accélère ou ralentit le transit intestinal, surtout la fièvre, hypothyroïdie. Au sujet de la durée, si un facteur de risque majeur persiste, ou au contraire, en cas de premier épisode sans cause claire, il serait judicieux de rajouter encore 3 mois de plus, donc 6, ou plus si nécessaire. Certains ouvrages, comme les référentiels des collèges de cardiologie, recommandent de raccourcir les traitements à 6 semaines en cas de premier épisode de TVP distal symptomatique avec facteur de risque non persistant. Cet ouvrage affirme aussi que si elle n'est pas symptomatique, cela ne sert à rien de traiter, et si elle est idiopathique ou bien avec facteur de risque persistante, il vaudrait mieux augmenter la durée vers 3 mois, ou plus si nécessaire. Maintenant, on va parler des contre-indications des AVK, qui sont affichées à l'écran. Mais surtout, moi, je voulais parler des cancers. C'est un cas particulier qui saigne beaucoup, surtout les tumeurs digestives. Dans ce cas-là, on oubliera les AVK. On optera plutôt pour une thérapie à HBPM au long cours, avec des doses un peu plus faibles que les doses curatives, et cela tant que le cancer est actif ou sous traitement. Du moment où on a pour X raison une thrombopénie en dessous de 50 000, ou bien si le cancer n'est plus traité, ou que si l'héparine n'est plus tolérée, on interrompra le traitement. Et on devra quand même faire un relais avec les AVK malgré la contre-indication. À part le traitement pharmacologique, on peut opter pour un traitement physique, qui est la levée et la mise en mouvement le plus vite possible des patients alités, et l'utilisation des bas de contention environ 2 ans. Bien que ce ne soit pas une solution miracle, ça peut prévenir les complications tardives. Dans certains cas graves, comme la thrombus de la veine cave inférieure, une embolie pulmonaire massive ou la phlegmatia cellulaire, on peut recourir à la thrombolyse par altéplase. Et en cas de contre-indication aux anticoagulants, comme les situations à haut risque hémorragique, ou bien leur non-efficacité, et on déduira cela par la survenue d'une embolie pulmonaire malgré le traitement, on peut poser un filtre cave qui pourra au moins éviter le passage du thrombus vers le cœur. N'oublions pas que c'est une pathologie difficile qui causera un handicap à la personne et son entourage et un fort sentiment d'être un fardeau, donc un suivi psychologique et un soutien émotionnel seront nécessaires. Bien sûr, quand les moyens seront présents, on pourra remplacer toute cette histoire d'héparine et d'antivitamine K par les anticoagulants oraux directs, comme le rivaroxaban et le dabigatran, qui ne demandent aucune surveillance et ont un effet très rapide, avec peu d'interactions médicamenteuses. Mais là, c'est une autre histoire. Je finis ma vidéo par dire que dans certains cas, chez des patients alités, on n'attend pas que la TVP se déclenche. Mieux vaut prévenir que guérir, si le risque est important. D'abord par le traitement physique, aussi léger soit-il, chez les patients à risque modéré, le traitement coagulant à dose préventive, en post-opératoire ou chez des personnes alitées avec des facteurs de risque. On va dire que la dose c'est environ 2000 unités de Lovenox par jour, ou bien 0,2 ml de calciparine 2 fois par jour. Et on aura peut-être à augmenter les doses en cas de chirurgie du bassin ou du membre inférieur, chirurgie carcinologique, ou bien dans les situations médicales suivantes, post-IDM, insuffisance cardiaque aiguë, antécédent de TVP, cancer ou thrombophilie, AVC, polyglobulie et détresse respiratoire aiguë. Cette vidéo s'achève ainsi, sur ces paroles pleines d'amertume. Pour me remonter le moral, j'apprécierais bien un like sur la vidéo. Et sur une note plus sérieuse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À la prochaine vidéo.